Bienvenue. Dans cette analyse, on va se pencher sur un aspect absolument essentiel de la sécurité des équipements sous pression, la fameuse compatibilité entre le matériau et le fluide. C'est un détail qui, sur le terrain, peut vraiment faire toute la différence entre une installation qui tourne sans problème et un accident. On peut avoir l'équipement le plus sophistiqué du monde, avec des calculs de résistance parfaits. Et pourtant, l'expérience de terrain montre que de graves incidents surviennent. Et souvent, la cause n'est pas un défaut de conception, mais quelque chose de beaucoup plus simple, le mauvais choix de matériaux pour le fluide qu'il contient. Et voilà, on touche au cœur du problème. Cette inadéquation, c'est une menace invisible, mais elle est bien là. Parce qu'une conception parfaite sur le papier ne protégera jamais d'un mauvais mariage entre le matériau et le fluide. Alors, voici le programme. On va d'abord explorer ce danger, puis on définira ce que signifie vraiment la compatibilité. Ensuite, on verra 4 cas très concrets, on pointera les erreurs typiques sur site et on terminera avec une checklist pratique directement utilisable sur le terrain. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut comprendre que la sécurité, ça va bien au-delà des plans et des spécifications de départ. C'est dans la vraie vie de l'usine, dans les conditions réelles, que les vrais défis apparaissent. Le point fondamental, il est là. Un matériau, on ne le choisit pas dans l'absolu. On le choisit pour des conditions d'utilisation très précises, celles qu'on va rencontrer tous les jours sur le site, pas les conditions idéalisées qu'on imagine dans un bureau d'études. Bon, parlons de cette fameuse compatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans un contexte industriel? Eh bien, c'est beaucoup plus qu'une simple question de résistance à la pression. Voilà la définition de l'ingénieur, la vraie. La compatibilité, ça inclut la résistance mécanique, bien sûr, mais ça intègre surtout la façon dont le matériau va vieillir, comment il va réagir au fluide et à son environnement, chimiquement, thermiquement, sur toute sa durée de vie. Pour être plus concret, la compatibilité s'évalue sur 5 critères. D'abord, la résistance mécanique de base. Ensuite, sa tenue à la corrosion, à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis, l'absence de fragilisation au contact du fluide, le niveau de propreté nécessaire et surtout sa capacité à tenir la température réelle de service. Mais le plus important, souvent, ce sont les contraintes cachées, celles qui ne sont pas forcément sur les plans. On parle ici de la présence d'humidité, de condensat, de contaminants comme de la graisse ou des particules, du phénomène de perméation du fluide à travers le matériau ou encore des exigences de nettoyage spécifiques à un process. Bon, assez de théorie. Voyons comment tout ça s'applique en pratique. On va prendre 4 fluides industriels très courants et regarder les risques qui leur sont vraiment associés sur le terrain. Premier cas, le GPL. L'expérience montre que les problèmes viennent rarement du calcul d'épaisseur du réservoir. Non, ils se concentrent plutôt sur la corrosion externe, par exemple sous un calorifuge ou au niveau des supports, et surtout sur les accessoires, des joints qui ne sont pas adaptés, des vannes, des instruments. Deuxième cas, la vapeur. Se focaliser uniquement sur la température, c'est une erreur classique. Les vrais dangers sont ailleurs. Il y a les condensats, qui peuvent provoquer une corrosion très agressive si le traitement de l'eau n'est pas parfait, et il y a les coups de bélier, ces surpressions violentes, destructrices qui sont générées par une mauvaise évacuation de ces mêmes condensats. Passons à l'oxygène. Là, on change complètement de monde. La pression est un facteur, bien sûr, mais le risque numéro 1, le vrai danger, c'est l'inflammation. L'oxygène sous pression peut faire réagir violemment des contaminants qui semblent anodins, comme une trace de graisse, d'huile ou même de simples particules. Et ça nous amène à une règle d'or, une règle absolue dans l'industrie. Tout circuit en service oxygène exige un équipement dit propre O2. C'est un standard de propreté extrêmement élevé et ce n'est absolument pas négociable pour la sécurité. Atteindre ce niveau de propreté, ce n'est pas juste un coup de chiffon, c'est un processus très rigoureux. Ça commence par le choix de matériaux compatibles. Ça continue avec des procédures de nettoyage très spécifiques. L'assemblage doit ensuite être fait dans un environnement propre et contrôlé. Et enfin, chaque étape doit être documentée pour avoir une traçabilité parfaite. Quatrième et dernier cas, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un double défi technique. D'une part, c'est une molécule minuscule qui a une fâcheuse tendance à fuir. D'autre part, elle a la particularité de fragiliser certains métaux. Ce tableau résume bien les deux enjeux. D'un côté, la fuite. La petite taille de la molécule impose une étanchéité absolument parfaite et une détection très précoce. De l'autre côté, la fragilisation. Ce risque impose une sélection très stricte des matériaux et surtout une qualité de soudure irréprochable pour éviter toute rupture soudaine. Bien. Après avoir parcouru ces 4 exemples, il est temps de synthétiser un peu. Regardons ensemble les erreurs qu'on observe le plus souvent sur le terrain, celles qui reviennent sans cesse. En voici 4, des grands classiques malheureusement. Utiliser le même type de joint un peu partout, parce que ça a toujours marché.
Ignorer la température réelle de fonctionnement, qui peut être bien différente de la température de D-line, bâcler ou oublier les exigences de propreté pour un service oxygène, et enfin, sous-estimer une petite fuite d'hydrogène. Chacune de ces erreurs peut avoir des conséquences gravissimes. Pour finir, je voudrais partager un outil simple, très concret, qui peut aider à faire des choix plus sûrs au quotidien, directement sur site. La question est toute simple. Sur le terrain, face à une pièce de rechange ou avant une modification, comment valider rapidement et sûrement la compatibilité du matériau? La réponse, elle tient dans ce contrôle systématique en 4 points. 1. Le fluide. C'est quoi exactement et est-ce qu'il y a des impuretés? 2. La température. Quelle est la plage de service réelle, min et max? 3. La compatibilité globale. Est-ce que le matériau, les joints, la propreté, tout est OK? Et 4. La sécurité. Est-ce qu'une détection ou une ventilation spécifique est nécessaire? C'est une logique simple, un réflexe à avoir avant toute intervention. Pour terminer, une petite question pour renforcer un des points clés qu'on a vus. En service vapeur, quel est ce phénomène silencieux qui peut littéralement détruire une installation? C'est bien ça, il s'agit du coup de coup de bélier qui est la conséquence directe d'une mauvaise gestion des condensats. En résumé, la compatibilité n'est jamais un acquis. C'est une analyse qui doit combiner la mécanique, la chimie et surtout les conditions réelles de service. Un matériau ne se choisit jamais par habitude, mais toujours pour une application précise. Dans notre prochain module, on s'attaquera à un autre facteur critique, le soudage. On verra comment les défauts de soudage peuvent compromettre l'intégrité de ces matériaux et la sécurité globale. Merci de votre attention.